Bien, eh ben, bonjour à tous. Donc, on va parler du nouveau visage de la maladie de Horton. Alors, pourquoi le nouveau visage? Parce qu'on va voir qu'avec les données récentes de l'imagerie moderne, la physionomie de la maladie s'est sensiblement modifiée. Alors, je vais revenir sur les quelques diapositives qu'on présentait il y a encore simplement quelques années. On disait que la maladie de Horton était une artérite inflammatoire à cellules géantes qui touchait les artères de gros calibre, mais avec une prédilection pour les branches de la carotide externe et bien sûr les artères destinées ophtalmiques. C'est-à-dire reposer sur un trépied symptomatique, les céphalées temporales, l'altération de l'état général, les manifestations rhumatismales, et qu'à côté de cette forme type, il y avait des formes particulières, et notamment la possibilité d'une aortite, d'une atteinte inflammatoire de l'aorte, et singulièrement un syndrome de l'arc aortique avec une sténose des artères sous-clavières et axillaires. Ce syndrome de l'arc aortique était souvent peu symptomatique, parfois une claudication du bras, un phénomène de Raynaud, et on recommandait de le rechercher systématiquement à l'examen clinique avec prise d'époux de la tension artérielle des deux côtés et recherche d'un souffle sous-clavier. On savait donc quand même que cette aortite était probablement sous-estimée par les seules données cliniques, puisqu'il y avait une étude qui date de quelques années, de 1973, autopsique, qui avait montré que sur 13 patients décédés de maladie de Horton, on retrouvait des lésions d'aortite chez 12 d'entre eux. Alors voilà les images que l'on montrait habituellement, des anciennes images d'artériographie, où on voit ces sténoses régulières, quelquefois multiples, quelquefois en diabolo, comme sur la plaque d'en bas, et puis l'écho-doppler, déjà à l'époque, montrait cette sténose avec un halo hypoéchogène autour de l'ici, c'était une artère sous-clavière. Alors avant d'entrer dans le sujet, je vais vous présenter cette observation récente d'une femme de 63 ans, donc relativement jeune pour une maladie de Horton, chez qui apparaît rapidement, en quelques semaines, une claudication intermittente des mollets, et une claudication intermittente d'emblée bilatérale, avec un périmètre de marche à 100 mètres. Elle a maigri d'environ 3 kg. Elle se plaint de douleurs inflammatoires des deux épaules, un tableau donc a priori de pseudopilarite trisomélique. Par contre, elle n'a pas de céphalée, elle n'a pas de claudication intermittente de mâchoire, les temporales sont normales à l'examen clinique, et l'écho-doppler qui est fait par son angiologue retrouve un épicissement hypoéchogène et concentrique des fémorales communes et fémorales superficielles, avec une sténose serrée à mi-cuisse des deux côtés, mais à prédominance gauche. Et le bilan biologique qui est fait montre une CRP élevée à 67 mg. Elle est donc et on refait l'exploration écho-doppler que je vous montre, et on voit bien, là ce sont les fémorales superficielles qui sont enregistrées des deux côtés, et on voit bien cette sténose avec un halo hypoéchogène autour des deux artères fémorales superficielles. Cette atteinte inflammatoire jusqu'au niveau poplité, là, regardez, on voit très bien l'épaississement hypoéchogène de la poplité. Les sous-clavières sont également concernées par le même aspect d'artérite inflammatoire. La patiente est adressée pour un angioscanner, lequel angioscanner retrouve un épaississement pariétal qui s'étend de la crosse aortique, l'aorte ascendante et descendante, les deux sous-clavières, jusqu'en numéral gauche, les iliaques primitives, les fémorales superficielles, avec la sténose préocclusive à gauche, et jusqu'en poplité. Alors je vous montre le PET scan qui est réalisé dans la suite, où l'on voit de façon tout à fait démonstrative un hypermétabolisme important qui touche les axes sous-clavier et axillaire, ainsi que les axes de la fémorale superficielle des deux côtés. Regardez ici l'hypermétabolisme bien visible au niveau de l'aorte abdominale. La biopsie d'artère temporale qui est faite est négative. On retient quand même le diagnostic de pan-aortite de Horton. Elle est mise sous prénisone à la dose habituelle de 0,7 mg/kg. Un petit peu d'aspirine. Elle normalise très rapidement sa CRP.
l'amélioration clinique est très lente. Elle claudiquait encore à 1 mois. Il a fallu attendre plusieurs mois de surveillance pour qu'elle améliore un petit peu sa claudication. Alors pourquoi je vous présente cette observation? Parce que jusqu'à ces toutes dernières années, vous voyez ça c'est une série, un travail de la Mayo Clinic publié en 2009 qui reprenait plus de 6000 patients atteints de maladie de Horton. Ils ont ressorti sur ces plus de 6000 19 cas avec une atteinte des membres inférieurs, essentiellement chez des femmes. Donc c'était considéré comme très rare. Alors en fait, les données récentes de l'imagerie, vous voyez ce travail publié en 2012, dans lequel a été réalisé de façon systématique un échodoppler des membres inférieurs dans l'année suivant le diagnostic de maladie de Horton chez 60 patients, avec définition d'artérite inflammatoire comme habituel, épaississement circonférentiel, hypoéchogène et homogène de la paroi. Ben, regardez les résultats qui sont quand même très surprenants. Cette étude met en évidence une atteinte fémoropopité chez 32 patients sur 60, soit 53%. Alors la topographie de cette artérite inflammatoire des membres inférieurs, vous voyez, c'est essentiellement fémorale superficielle et poplitée, alors que la fémorale commune et la fémorale profonde est beaucoup moins souvent touchée. Cette atteinte est toujours bilatérale, elle n'est symptomatique que dans 23%, donc elle est, vous voyez, très latente, raison pour laquelle elle a été longtemps méconnue. Il y avait simplement 4 patients qui avaient un tableau d'ischémie critique, c'est-à-dire des douleurs de décubitus. 3 patients sur 4 avaient également une atteinte des membres supérieurs. Aucun patient n'a subi d'intervention de revascularisation. Il n'y a pas eu donc d'évolution dramatique. Et sous traitement, dans la période de suivi, il y a eu 4 patients qui ont amélioré leur claudication. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir ce que nous apprend l'imagerie moderne, c'est-à-dire l'angioscanner, l'échodoppler, le PET scan. On va discuter de leur place dans le diagnostic actuel de la maladie de Horton. Alors, l'angioscanner d'abord. Vous voyez, ça c'est une étude dans laquelle un angioscanner a été fait de façon systématique chez 40 patients au diagnostic récent de maladie de Horton. Diagnostic récent, tous les patients avaient une biopsie d'artère temporale positive. Ils étaient traités depuis moins de 3 jours. Et la définition de l'artérite inflammatoire, comme habituellement, c'était un épaississement pariétal avec ou sans dilatation ou sténose de l'artère. Regardez ces résultats. Vous voyez que l'atteinte des gros vaisseaux concerne 67, donc 2 tiers des patients. 2 tiers des patients ont une atteinte des gros vaisseaux. L'aorte, 65%, les troncs artériels bronchocéphaliques, les carotides, surtout les axes sous-clavières et axillaires, plus rarement les autres artères splantiques, mais vous voyez que dans ce travail, dans cette étude, les fémorales étaient également touchées dans 30% des cas. Et donc, déjà, à ce stade, donc des patients nouvellement diagnostiqués, 15% avaient déjà une dilatation de l'aorte, donc un état pré-anévrismal. Alors ça, c'est une étude également systématique, cette fois-ci, qui utilise l'échodoppler et qui se limite à l'étude des artères céphaliques et des membres supérieurs. 110 patients, échodoppler fait au moment du diagnostic, donc des artères temporales, des carotides et des sous-clavières et axillaires. Et vous voyez que 59 patients, donc plus d'un patient sur 2, ont une atteinte extracrânienne qui touche les artères des 2 membres supérieurs. Donc un patient sur 2 ont une atteinte des artères des membres supérieurs. Alors cette atteinte des vaisseaux des membres supérieurs, dans la grande majorité des cas, elle est bilatérale, on l'a déjà dit, elle est bénigne dans le sens où elle est peu symptomatique, il y a simplement moins d'un patient sur 2 avait une claudication intermittente des membres supérieurs. Alors ce qui est intéressant de noter sur la diapositive suivante, vous voyez, c'est que où on voit en gris clair, ce sont les patients qui ont une atteinte extracrânienne, et en gris foncé, ce sont les patients qui ont une atteinte crânienne isolée. Et bien on voit que plus on est âgé, plus on fait une forme crânienne isolée,
Alors qu'à l'inverse, plus on est jeune, vous voyez que dans la tranche d'âge 50-59 ans, c'était uniquement des formes avec atteinte des gros vaisseaux. Donc plus on est âgé, plus on fait une forme céphalique. Alors, ces patients qui ont une atteinte des gros vaisseaux sont différents des formes purement céphaliques. D'abord par l'âge, on vient de le dire, mais vous voyez que dans ce papier, il y a pratiquement 10 ans d'écart entre les formes avec atteinte des gros vaisseaux et les formes avec atteinte purement céphalique. Fort logiquement, le retard diagnostique est beaucoup plus important dans les formes avec atteinte des gros vaisseaux. Vous voyez, ça a amené 29 semaines dans ce papier. Il y a logiquement également moins de céphalées, moins de colication intermittente de la mâchoire. Ça, c'est important, moins d'atteinte ophtalmique. Vous voyez, 5% versus 53% dans l'autre groupe. Et un élément, à mon sens, très important sur lequel je vais revenir plusieurs fois, c'est que la PPR, la pseudopilaire trisomélique, était beaucoup plus fréquente et de façon significative dans le groupe avec atteinte des gros vaisseaux. Ils ont également plus de signaux neuraux et au niveau de l'examen des artères temporales, fort logiquement, il y a pas beaucoup moins d'anomalies, moins de halo temporal et la biopsie d'artère temporale est moins souvent positive, mais vous voyez que dans ces formes avec atteinte des gros vaisseaux, il y a quand même plus d'un patient sur deux qui ont une biopsie d'artère temporale positive. Alors ça, c'est un autre papier, plus récent encore, de 2014, qui a comparé deux groupes, un groupe de patients avec atteinte des gros vaisseaux et un groupe avec une forme purement céphalique. On retrouve la même différence d'âge, vous voyez, avec encore une fois presque 10 ans d'écart. On retrouve la moindre fréquence des céphalées, de claudication intermittente de mâchoire, d'anomalie de l'artère temporale. On retrouve également la rareté la plus grande rareté des complications ophtalmologiques et à nouveau plus grande fréquence de la pseudopolyarthrite trisomélique. Dans le groupe avec atteinte des gros vaisseaux, l'examen clinique est rentable, ils ont plus souvent un phénomène de Raynaud. On retrouve un tiers des cas un souffle vasculaire au niveau des sous-clavières ou des carotides, plus d'une fois sur deux abolition du pouls radial avec asymétrie tensionnelle et parfois un souffle d'insuffisance aortique. Ils sont différents également au niveau de la prise en charge thérapeutique. Vous voyez que la dose cumulée de corticoïdes était significativement plus importante dans le groupe avec atteinte des gros vaisseaux. On a eu plus souvent besoin de recourir à un traitement immunosuppresseur, 52% versus 16%. Les critères de l'ACR, et je reviendrai sur ce point particulier, tous les patients avec atteinte des gros vaisseaux ne réunissaient pas tous les critères classiques de l'ACR, les critères de classification, et on retrouve de la même façon la biopsie d'artère temporale qui est moins souvent positive. Et enfin, dans ce papier, 14 sur 120, donc plus de 10%, avaient déjà, au moment du diagnostic, un anévrisme de l'aorte. Alors, je vous ai dit qu'ils étaient plus difficiles à traiter. Vous voyez qu'ils sont moins facilement sevrés en prénisone, les patients avec atteinte des gros vaisseaux, par rapport aux formes céphaliques. Et on a plus souvent besoin, ils ont plus de rechutes, un taux significativement plus élevé de rechutes. Donc, moins corticosensibles, plus de rechutes, et donc plus difficile à traiter. Alors, on a vu quelle est maintenant dans le diagnostic la plage de l'imagerie moderne. L'échodoppler, on va voir l'angioscanner et puis la TEP. Alors l'échodoppler est utilisé depuis fort longtemps. Je vous rappelle, on avait déjà, il y a près de 30 ans, on avait déjà montré l'intérêt du Doppler. À l'époque, c'était qu'une sonde Doppler dans le diagnostic de la maladie, puisqu'on retrouvait dans 80% des cas des anomalies au niveau des artères temporales. Et vous voyez, à l'époque, on trouvait 12% d'atteinte des sous-clavières et axillaires, mais c'était à l'échodoppler, c'était au Doppler simple. C'est-à-dire que l'examen ne pouvait dépister que des formes des sténoses serrées, et non pas un épaississement seul. Alors, l'échodoppler a été développé depuis 1997 avec ce papier Princeps de Schmidt,
hein, qui a défini, qui a décrit pour la première fois le fameux halo hypoécogène noir autour de la lumière de la temporale, qui est retrouvé dans 73% des patients. Il soulignait déjà que ça disparaît assez rapidement sous corticoïdes. Alors depuis, l'écho-doppler est passé dans les mœurs. C'est fait pratiquement, je dirais de façon systématique. Je vous montre les images tout à fait démonstratives. En haut, c'est une temporale normale. En bas, c'est une temporale de Horton avec ce halo hypoécogène. Sur la dia suivante, ce sont des images maison avec à gauche un halo hypoécogène autour d'une temporale et à droite, c'est un halo hypoécogène au cours d'une occipitale. Ce qui montre bien d'ailleurs que lors de l'examen Doppler, il ne faut surtout pas se contenter, mais j'y reviendrai, de l'étude unique des temporales, qu'il faut faire tout le bouquet céphalique, artériel céphalique, et il faut bien sûr faire les carotides, les sous-clavières et les axillaires. Alors depuis, donc, c'est passé dans les mœurs, hein, l'écho-doppler céphalique, mais avec des résultats qui sont excessivement discordants selon les études. L'écho-doppler est un examen qui est opérateur dépendant et machine dépendant. Vous voyez que si la spécificité est globalement bonne, hein, là tout le monde concorde sur une spécificité d'entre 80 et 90%, ce qui est excellent. Par contre, la sensibilité varie de 10 à 96%, de 10 à 96%. Donc c'est tout à fait énorme. Alors je pense que les chiffres les plus vrais, c'est ceux qui sont tirés de cette méta-analyse sur 204 patients publiés en 2010, qui a trouvé donc cette excellente spécificité de 91% et une sensibilité de l'ordre de 68%. Et je pense que là, on est à peu près, on est proche de la vérité. Je redis que la sensibilité de l'examen est augmentée si on ne se limite pas à l'exploration de l'artère temporale. Il faut faire également tout le bouquet céphalique, les axillaires et les carotides. Alors ce halo échogène, il est labile, il disparaît assez rapidement sous prénisone, vous voyez, globalement entre 2 jours et 6 mois, en moyenne entre 2 à 3 semaines. Donc il faut quand même faire l'examen assez rapidement après la mise en route de la corticothérapie. Vous voyez sur l'image suivante, là c'était publié récemment, vous voyez que ici c'était un halo échogène qui disparaissait après 2 jours de traitement. Donc l'examen est rentable avec une bonne sensibilité, à condition de le faire assez rapidement après la mise en route du traitement. Alors l'angioscanner, on en a déjà parlé, donc là, il y a plusieurs études qui ont été publiées qui globalement sont concordantes et qui montrent la présence d'une aortite, donc toujours définie par un épaississement pariétal au-dessus de 3 mm, entre 45 à 65% des patients, dont, autrement dit, 50 à 2 tiers, 50%, un patient sur 2 à 2 tiers des patients atteints de Médy-Horton ont une aortite. Alors, faut-il faire l'angioscanner à tout le monde? Ça se discute, personnellement, je ne le crois pas. Il est certainement justifié si vous avez une suspicion clinique d'atteinte des gros vaisseaux. Il est évidemment justifié dans les formes dites générales où on a peu de cils céphaliques, où on a uniquement un syndrome inflammatoire nu ou une atteinte de l'état général avec un syndrome inflammatoire. Un petit point sur lequel je voudrais insister, j'ai écrit savoir relire un scanner. Pourquoi? Parce que chez ces patients âgés qui ont un syndrome inflammatoire d'évolution chronique, le scanner est souvent fait en première intention et le radiologue n'est pas forcément attentif à l'étude des parois artérielles. C'est une constatation assez fréquente qu'en relisant le scanner ou en faisant relire le scanner, on tombe sur un épaississement pariétal qui n'avait pas été noté sur le compte-rendu initial du cardiologue. Donc l'angioscanner est très rentable dans ses formes générales. Alors ça c'est un PET scan, où vous voyez, comme on a vu tout à l'heure, c'est une autre patiente, où on voit cet hypermétabolisme tout à fait considérable des artères axillaires et sous-clavières, et où également des iliaques, de la fémorale commune et de la fémorale superficielle. Alors le PET scan, c'est pas depuis hier qu'il est utilisé, qu'il a été utilisé dans la Médy-Horton. Oui, un des tout premiers papiers date de 2006,
PET scan réalisé chez 35 patients atteints de maladie de Horton avec une biopsie d'artère temporale positive, et ben, l'examen retrouvait déjà un hypermétabolisme vasculaire dans 83% des cas, au niveau des sous-clavières, de l'aorte, et au 36% des cas au niveau des fémorales. Alors depuis, il y a eu beaucoup d'études qui ont été publiées, et globalement, toutes s'accordent pour donner à l'examen une sensibilité de 80 à 90%, donc une excellente sensibilité, et une spécificité également excellente, entre 90 à près de 100%. Donc c'est un examen de haute sensibilité et de haute spécificité dans le diagnostic de maladie de Horton. Alors PET scan et PPR. PET scan et PPR, le PET scan a également son intérêt dans la pseudopolyarthrite trisomique. Vous voyez ce papier où un PET scan a été réalisé chez 35 patients atteints de PPR isolés, c'est-à-dire sans aucun signe céphalique, sans argument clinique en faveur d'une maladie de Horton. L'examen a retrouvé fort logiquement un hypermétabolisme au niveau des articulations concernées, c'est-à-dire les épaules et les hanches, également au niveau des régions interépineuses, lombaires, cervicales, ce qui explique les cervicalgies de ces patients, mais dans 31% des cas, donc un tiers des patients, avaient également un hypermétabolisme au niveau des gros vaisseaux, c'est-à-dire qu'un tiers des patients avaient une aortite qui était totalement méconnue. C'est une autre étude là, où là ils n'ont retenu que, il y a un petit biais dans l'étude parce qu'ils n'ont retenu que les patients qui avaient une pseudopolyarthrite trisomique et un PET scan anormal, c'est-à-dire un hypermétabolisme soit articulaire, soit vasculaire. Donc dans ce groupe à PPR avec PET scan anormal, vous voyez que l'atteinte des artères de gros calibre, c'était 27 sur 67, donc 40% des cas. Ouais, on sait tous que la maladie de Horton peut se révéler par une PPR isolée, et on peut passer à côté de diagnostic. Regardez ici ce papier, 167 patients atteints de PPR, et ben 18 dans les mois qui suivent, 3 à 39, c'est-à-dire 11%, développent une maladie de Horton, donc dans les mois qui suivent le diagnostic. Et dans 50% de ces patients, c'était une forme avec atteinte des gros vaisseaux, avec complications ischémiques. Donc il y a évidemment des maladies de Horton avec atteinte des gros vaisseaux qui se révèlent par une PPR isolée. Donc pour résumer un peu tout ça, j'espère vous avoir convaincu qu'au cours de la PPR cliniquement isolée, l'atteinte des gros vaisseaux était loin d'être exceptionnelle, qu'elle doit être recherchée de façon systématique à l'examen clinique. Et je pense que demander un échodoppler des vaisseaux cervicocéphaliques dans ce contexte est de la bonne pratique clinique. La place du PET scan, je ne pense pas qu'elle soit nécessaire, qu'il soit nécessaire de le faire de façon systématique, mais je pense qu'il est justifié de le demander si vous avez un doute clinique sur une atteinte de gros vaisseaux, et surtout si vous avez une corticorésistance, une corticodépendance anormale pour une PPR, ou si la PPR rechute, on vient de le voir. Alors le PET scan, vous voyez, donc toujours dans ce contexte de syndrome inflammatoire de cause indéterminée, donc il y a deux études intéressantes. La première concernant 140 patients de tout âge, et ben donc PET scan au cours d'un syndrome inflammatoire de cause indéterminée, ben, vous voyez qu'il mettait en évidence une aortite, une artérite inflammatoire, chez 12, ça fait près de 10% des patients. Plus intéressant, 58 patients âgés de plus de 50 ans, toujours avec un syndrome inflammatoire de cause indéterminée, ben, vous voyez que l'examen a retrouvé une artérite inflammatoire, une aortite, donc chez 14 d'entre eux, soit 24%. Donc la place du PET scan est évidemment très rentable et permet de diagnostiquer très rapidement, dans ces circonstances, des maladies de Horton avec atteinte des gros vaisseaux. Alors, on sait depuis longtemps maintenant que l'une des complications tardives de la maladie de Horton, c'était la survenue d'un anévrisme aortique, et notamment de l'aorte thoracique, avec un risque relatif de 17,
plus rarement, vous voyez, pour l'aorte abdominale, risque relatif de 2,4. C'est une complication habituellement tardive, ça survient dans les années qui suivent 6 à 7 ans en moyenne après le diagnostic de la maladie. Mais il est bien montré maintenant que ces patients qui sont à risque de développer un anévrisme de l'aorte thoracique, ce sont ceux qui ont une atteinte des gros vaisseaux, ce sont ceux qui ont une aortite. Hein, les patients notamment avec un hypermétabolisme de l'aorte thoracique au PET scan ont un risque plus élevé. C'est parfaitement montré par ce papier récent qui est une étude multicentrique française, où vous voyez que les patients qui ont un PET scan négatif n'ont aucun risque de développer une complication aortique, hein, c'est le tracé noir du bas, ce qui n'est pas du tout le cas des patients qui ont un PET scan positif, c'est-à-dire qui ont un hypermétabolisme au niveau de l'aorte ou des gros vaisseaux. Donc, pour nous résumer, PET scan, intérêt diagnostique dans les formes atypiques de l'amyloïdose, dans les formes qui se révèlent par un syndrome inflammatoire, une fièvre inexpliquée, c'est évident. Intérêt sans aucun doute dans les PPR du sujet jeune, où l'on a vu que ça pouvait être un mode d'entrée dans la maladie et dans les formes corticorésistantes ou corticodépendantes. Le PET scan a une valeur pronostique, puisqu'il permet de repérer les patients qui sont à risque de développer ensuite un anévrisme de l'aorte. Par contre, l'intérêt dans la surveillance est discuté. Il semblerait qu'il persiste un hypermétabolisme résiduel à long terme et que la persistance d'un hypermétabolisme n'est pas forcément synonyme d'une rechute ou d'une reprise évolutive de la maladie. Alors, je dis lésion Maillard-Horton et Takayasu, hein, on a vu que plus les sujets étaient jeunes, plus ils avaient des formes avec atteinte des gros vaisseaux. Vous voyez que dans ce papier où on compare l'atteinte artérielle de l'amyloïdose et l'amyloïde Takayasu, les différences ne sont que des nuances. Vous voyez que dans l'amyloïdose, on a plus souvent une atteinte de l'artère axillaire que dans l'amyloïde Takayasu, alors que globalement, la géographie des atteintes artérielles des autres territoires sont globalement identiques. Donc certains se posent la question de l'amyloïdose et l'amyloïde Takayasu, est-ce que c'est vraiment toujours deux entités différentes? Mais si c'est le cas, il faut admettre qu'il y a une forme clinique intermédiaire, puisque les sujets avec atteinte des gros vaisseaux sont plus jeunes. Ou alors, est-ce que ce sont deux phénotypes différents d'une même maladie? La question reste posée. Donc, j'en arrive à la conclusion. Conclusion 1. Faut-il revoir les critères de l'amyloïdose? Je pense que oui, les critères de l'ACR ne sont plus adaptés à l'image de ces nouvelles données. Vous voyez, ceci a été proposé là, tout à fait récemment en rhumatologie en 2016. Il faut ajouter à la céphalée la PPR, ça me paraît logique. Ajouter à l'anomalie temporale une atteinte des artères extracrâniennes. Ajouter à la BAT anormale une imagerie pathologique, vasculaire, que ce soit un PET scan, un angioscanner ou un échodoppler. Donc il faut revoir, à mon sens, les critères de l'amyloïdose. Et enfin, conclusion définitive, vous voyez que cette atteinte de l'arc aortique donc, est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pensait auparavant. Ça concerne au moins un patient sur deux, d'autant plus que le patient est jeune. On l'a vu dans cette observation et dans l'atteinte fréquente des artères fémorales, je pense qu'il faut penser à une maladie de Horton en présence d'une personne âgée qui claudique de façon brutale, de façon bilatérale des membres inférieurs. Il pensait à la maladie de Horton. La PPR du sujet jeune, pas trop âgé, pensait que ça peut être un mode de révélation de la maladie de Horton, pensait à aortite et bien examiner le patient sur le plan vasculaire. Et enfin, ces patients qui ont une forme avec atteinte des gros vaisseaux, attention à l'anévrisme. Et je pense que ces patients, il faut les surveiller à long terme pour détecter la survenue éventuelle d'un anévrisme, soit au niveau thoracique, soit au niveau abdominal. Et j'en ai, je pense,
terminé. Je vous remercie.